Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je reviens dans cette vidéo sur cette finale de cet Euro féminin en Suisse entre l'Espagne et l'Angleterre et c'était vraiment plus qu'un match. C'était une vraie publicité pour le foot féminin, une masterclass, un duel tactique, technique entre ces deux nations qui maintenant se connaissent par cœur et un message très clair: le foot féminin n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais comme sur YouTube, faut quand même accrocher avec un bon titre, j'aurais pu, pour cette vidéo, mettre ce titre: Espagne-Angleterre, 120 minutes de bonheur, sans chichi, sans cinéma, sans plongeon, sans cri de phoque. Bon, je plaisante un peu, mais franchement, c'était un match de très très haut niveau, très plaisant à voir, que j'ai vraiment apprécié. Donc je vais essayer de vous transmettre tout ça dans la vidéo. Vous connaissez le procédé, les schémas tactiques, on parle des enjeux, bien sûr, on déroule le fil du match et enfin, en fin de vidéo, restez bien avec moi jusqu'au bout, j'attribuerai les notes aux joueuses qui sont ressorties de cette rencontre. Allez, maintenant on en vient à la tactique qui était claire et lisible des deux côtés. Pour l'Espagne, c'est un 4-3-3 avec possession haute, on le sait très bien, latérale qui monte très haut, Olga Carmona et Ona Batlle. Un jeu en triangle constant au milieu de terrain, donc avec ce triangle doré, et pressing dès la perte de balle. En face, Sarina Wiegman qui fête ses 70 matchs avec cette finale à la tête de la sélection anglaise, opte pour un 4-2-3-1, on va dire solide et réactif, un double rideau quand même défensif quand l'Espagne attaque, des transitions rapides, un jeu plutôt vertical, plutôt direct, et une Lauren James dans cette composition en électron libre. Ce qu'on peut rajouter des deux côtés, c'est que Moncetomé a opéré quand même deux changements. Exit Claudia Pina et c'est Atenea Castillo qui joue, alors pas à son poste, hein, c'est Mariana Calnentei qui occupe le poste de Claudia Pina côté gauche et Atenea Castillo qui joue côté droit. Et puis Laia Alexandri, donc la solide défenseur, la néo-barcelonaise qui est associée à Irene Paredes aux dépens de Maria Mendez. En face, Sarina Wiegman, je l'ai dit, a fait ses 70 matchs avec la sélection anglaise. On voit comment elle est, cette sélectionneuse. Elle est très fidèle à ses joueuses. Il faut vraiment que les joueuses avec qui elle souhaite jouer, on va dire, sur qui elle compte, se blessent ou se retirent de la sélection comme Marie Earps pour qu'elle opte pour d'autres joueuses. Donc là, il y a le retour notable quand même de Jess Carter en défense. Esme Morgan avait plutôt fait un bon match contre l'Italie, mais Esme Morgan sort au profit donc de Jess Carter qui retrouve une place dans l'axe défensif aux côtés de Léa Williamson. Voilà ce qu'on peut dire pour la partie tactique dans ce match. Vous avez donc l'Espagne qui arrive en patronne, championne du monde 2023, un jeu de passe chirurgical et une Aitana Bonmati qui semble avoir téléchargé le cerveau de Xavi. En face, l'Angleterre, solide, sobre, efficace, qui est passée par deux trous de souris contre la Suède et contre l'Italie, qui fait moins dans la dentelle, plus dans l'impact, dans l'engagement. Mais attention, elles savent jouer, ces Anglaises. Et surtout, elles savent souffrir, n'est-ce pas, Lucie Bronze, qui nous a appris qu'elle a joué cet euro avec une fracture au tibia. Waouh, la résilience, l'abnégation qu'il faut. L'enjeu, il est donc énorme. L'Espagne veut le doublé mondial euro et l'Angleterre veut conserver son titre. Eh ben ouais, la pression, elle est forcément écrasante. Alors faites vos jeux, les amis. On a senti vraiment dans le début du match tout le poids de cette finale sur les épaules des joueuses. Les Espagnols ont vraiment eu du mal à poser le jeu face à une défense anglaise positionnée vraiment très bas sur le terrain et qui, les Anglais, se projetaient vraiment très vite en phase
offensive. D'ailleurs, les premières occasions, c'est plutôt du côté des Anglaises, notamment avec Hemp, côté droit, qui a une très belle occasion et qui bute sur Catacol. Là, tactiquement, on s'est aperçu aussi que Hemp et James avaient échangé, avaient permuté, puisque Hemp a joué tout le long du match côté droit, alors qu'elle est plutôt côté gauche, et Lauren James, donc côté gauche, alors qu'en général, elle est plutôt côté droit, même si ça reste un électron libre dans cette équipe. James, qui n'était pas dans son assiette, je pense qu'elle avait un souci physique. On peut se poser la question pourquoi elle a été titularisée en sachant qu'elle était peut-être pas à 100%. On a bien senti que les Anglaises étaient quasiment réduites à 10 contre cette équipe espagnole. Et le but qui intervient à la 24e minute en faveur de l'Espagne va tout changer parce qu'à partir de ce moment-là, les Espagnols dominent totalement le match. Alors ce but, il est typiquement espagnol dans sa construction. L'action est vraiment magnifique. Un jeu de passes courtes entre les milieux de terrain et puis les attaquantes, voire même les latérales qui montent très haut. Donc on est côté droit et on a ce jeu dans les petits espaces, effectivement, très espagnol. On a Battle, donc la latérale droite est touchée dans la surface de réparation. Elle fait un magnifique centre pour la tête de Mariana Caldentey. On s'aperçoit quand même que Lucie Bronze, qui est énorme, irréprochable, a quand même lâché le marquage sur Mariona Caldentey, qui lui a permis donc de marquer cette tête plutôt tranquillement et d'ouvrir le score pour l'Espagne. Et donc à partir de là, ça a été une ultra domination des Espagnols, puisqu'on était sur un jeu de possession à hauteur de 52% en faveur de l'Espagne avant le but. Et depuis le but jusqu'à l'égalisation anglaise, donc entre la 24e minute et la 57e minute, on est à 64% de possession des Espagnols. Les Espagnols donc qui ont mis vraiment le pied sur le ballon et leur jeu a vraiment donné le tournis aux Anglaises, à se demander si elles n'avaient pas eu besoin de cachet, ces Anglaises, contre le mal de mer, tellement ça tanguait, tellement le bateau anglais tanguait, était secoué. Donc les Anglaises étaient vraiment sonnées, mais elles n'étaient pas KO. Donc 1-0 à la mi-temps. Il y a eu bien sûr entre-temps le changement puisque Lauren James est sortie, elle ne pouvait plus visiblement jouer et aider son équipe. Et c'est Chloé Kelly donc qui la remplace. Et là, il y a eu vraiment un changement, comme quoi vraiment Chloé Kelly, c'est une impact player. Le Bichente Lizarazu en a parlé à juste titre dans ses commentaires. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup impacté dans le jeu et apporté tout son enthousiasme, son dynamisme, sa fraîcheur à l'équipe qui en avait vraiment grandement besoin. Et le but égalisateur, donc anglais, est intervenu grâce à elle, puisqu'elle fait un magnifique centre également millimétré sur la tête d'Alessia Russo, qui était quand même entre Laia Alexandri et Irène Paredes, donc les deux tours de contrôle espagnols. Et voilà, une belle tête qui va se loger dans la lucarne donc de Catacol et qui permet donc à cette équipe anglaise d'égaliser et de revenir dans la partie. Et après, ça a été vraiment un duel qui s'est rééquilibré, où tour à tour, les équipes ont eu la possession, ont eu les occasions, et ça a donné vraiment un match d'un très très haut niveau entre ces deux nations. Les changements après les remplacements n'ont rien changé à la donne, n'ont rien changé à la physionomie du match. Et donc, on a basculé en prolongation. Et en prolongation, on est allé jusqu'à la séance de tir au but, où là, les Anglaises, eh ben, on sait que le penalty, c'est aussi un peu c'est un peu la loterie. Il y a de la chance, il y a aussi du mental, bien évidemment. Donc tout ça a fait que c'est les Anglaises qui en sont sorties vainqueurs et qui conservent le titre européen. Voilà ce qu'on peut dire sur ce match. Ce à quoi on a assisté, c'est quand même un foot de très haut niveau, je l'ai dit, du vrai football, du grand football. Pas besoin de quotas, de justification pour diffuser des matchs de foot féminin.
y a juste du talent qui crève l'écran, qui a vraiment, je pense, enthousiasmé toutes les personnes qui ont vu ce match. Cette finale, c'était vraiment une démonstration tactique, technique, mais aussi émotionnelle, et surtout, c'était un message, encore une fois. Le foot féminin, ce n'est plus l'avenir, c'est d'ores et déjà le présent, les amis. Donc souvenez-vous bien de cette date du 27 juillet 2025 au stade Saint-Jacob Park. J'espère que je le dis bien. Donc le 27 juillet 2025, parce que c'est peut-être une date qui va marquer le tournant dans l'histoire du foot féminin. Voilà les amis, on passe maintenant aux notes. Et voici le moment que vous attendez tous, les amis, les notes. Alors, je vais attribuer la note de 8 à une grappe de joueuses, côté espagnol et côté anglais. Donc, côté espagnol, je mets la note de 8 sur 10 à Guijarro Patri, donc la numéro 6 de cette équipe, la métronome de cette équipe. Elle a vraiment été au four et au moulin dans l'équipe. Elle a apporté aussi une dimension physique au milieu de terrain qui était important face à l'engagement des Anglaises, à l'agressivité qu'elle mettait dans les duels. Donc elle a répondu présent et puis elle est la joueuse qui permet à l'équipe d'Espagne d'alterner, de pas toujours jouer en passes courtes, mais aussi d'alterner avec du jeu long. Et elle excelle dans ce domaine. Donc elle a été vraiment formidable. C'est vrai que c'est une joueuse qui en plus plutôt dans l'ombre par rapport aux 2 doubles ballons d'or que sont Alexia Putellas et Aitana Bonmati, alors qu'elle est vraiment très importante dans cette équipe espagnole. Donc rendons-lui grâce, la belle note de 8 sur 10 dans cette finale pour Patri. Je vais mettre également donc la note de 8 sur 10 à Mariona Caldentey, qui est élégante, qui est racée. Elle nous avait fait très mal, nous à Lyon, les supporters lyonnais, dans cette demi-finale retour avec ce but formidable à l'entrée de la surface. Voilà, c'est Mariona Caldente, une joueuse extraordinaire. Je me demande comment, le Barça a pu laisser partir cette perle. Elle a vraiment éclaboussé de toute sa classe cette finale. Elle a marqué un superbe but, donc un but de la tête, ce qui n'est pas commun avec, cette attaquante, mais un but qui a fait vraiment beaucoup de bien à l'Espagne. Et d'ailleurs, l'Espagne derrière, hein, je l'ai dit, a joué vraiment sur un tempo plus élevé avec l'ouverture du score. Donc voilà, un match plein de la part de Mariona Calnentey. En face, je vais mettre la note aussi de 8 sur 10 à Jess Carter. J'ai tapé sur elle. Je voulais absolument plus la revoir au sein de cette équipe anglaise. Dieu merci, c'est Sarina Wiegman qui est à la tête de la sélection, qui fait confiance à cette joueuse. C'est pas une mauvaise joueuse, effectivement, mais elle avait été en souffrance durant cet Euro. Eh ben, il faut reconnaître quand même qu'elle a fait un match plein dans cette finale. Elle a été très propre défensivement. Elle a aussi apporté, quand il le fallait, sa pierre à l'édifice des attaques anglaises. Non, non, franchement, une note de 8 totalement méritée pour cette joueuse qui en plus, c'est vrai, était victime de tweets racistes sur les réseaux. Voilà, on est au 21e siècle et on a encore des personnes qui fracassent certaines joueuses à cause de leur couleur de peau ou à cause de leurs origines. Donc voilà, c'est une forme aussi de, comment dire, de solidarité avec ce 8 pour Jess Carter, mais franchement, c'est mérité. Et je mets encore la note de 8 pour 2 joueuses anglaises, Alicia Russo, qui a fait un superbe match. Elle a une position quand même ingrate, quasiment seule là dans l'axe de l'attaque, sur cette ligne d'attaque. Et il a fallu aller au mastic avec Irène Paredes, avec Laia Alexandri, qui sont vraiment deux défenseurs rugueuses. Et ben, elle a quand même réussi à tirer son épingle du jeu et à marquer un but, le but égalisateur qui permet donc aux Anglaises de rester dans le match. Et puis Chloé Kelly, donc la difference maker,
Là, on utilise quand même beaucoup d'expressions anglaises, mais à juste titre parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup impacté, je l'ai dit, donc le jeu de l'équipe anglaise et pourtant elle a été excentrée côté gauche, mais son enthousiasme a été, contagieux et ça nous a permis de voir une autre équipe anglaise, beaucoup moins en souffrance face au jeu espagnol. Mais voilà, Chloé Kelly qui a une activité, énorme donc sur son côté gauche, qui a fait des différences, qui a fait une passe décisive pour, Alessia Russo et qui mérite encore une fois amplement la note de 8/10. Voilà les amis, le rideau donc est tombé sur cet Euro féminin. Je vais vous remercier, je vais faire une vidéo donc qui refera le bilan, qui va faire le bilan de cet Euro. À très bientôt donc pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et va va voom!